Oui, ce que je voulais dire, on ne va pas parler du tabagisme, on va parler plus spécifiquement des méfaits du tabagisme périopératoire, car nous avons quand même la responsabilité des interventions et surtout des suites opératoires de nos patients. Or, on peut distinguer à peu près 3 périodes dans l'appréciation des méfaits du tabac vis-à-vis des interventions chirurgicales. La première période, c'est les années 70-80 à peu près, où un certain nombre de chirurgiens américains se sont rendus compte que lorsqu'ils faisaient des liftings chez des patientes déjà assez âgées, eh bien, ils avaient des catastrophes avec des nécroses cutanées importantes. Et le premier pas a été fait d'établir la correspondance entre le tabagisme et ces nécroses cutanées. Et on disait, eh bien, écoutez, il vaut mieux ne pas trop fumer quand vous préparez une intervention. La deuxième période, qui s'étale à peu près des années 80, 90, 95, juste avant 2000, eh bien, c'est une série de publications qui sont parues essentiellement dans la littérature anglo-saxonne et qui concernaient à peu près tous les types de chirurgie et en particulier la chirurgie orthopédique, notamment de la part de nos confrères qui font de la chirurgie du rachis et qui avaient réussi à établir une correspondance plausible entre le fait d'être fumeur après l'intervention et l'absence de consolidation de certaines arthrodèses du rachis. Les arthrodèses, ce sont les consolidations de fixation à plusieurs étages du rachis. Mais toutes ces études étaient des études rétrospectives. Donc on en était réduit, si vous voulez, à une hypothèse. En tout cas, ça ne participait pas de l'évidence-based medicine avec des niveaux de preuve numéro 1. Or, depuis les années 2000, c'est-à-dire une petite dizaine d'années, peut-être moins, 5-6 ans, une avalanche de publications d'origine essentiellement anglo-saxonne et notamment scandinave, eh bien, sont venues confirmer le fait absolument indubitable qu'il y avait une relation statistiquement établie entre les complications post-opératoires et le tabagisme. Et je ne parle pas des complications générales que vous connaissez tous, qui sont les complications pulmonaires. Je parle des complications du site opératoire à type d'infection, à type de désunion cutanée et à type, pour la spécialité qui nous intéresse, de non-consolidation. Donc le surrisque de complications, de ce type de complications, a été évalué à 3. Autrement dit, un fumeur qui continue à fumer après une intervention chirurgicale multiplie par 3 le risque de complications au site opératoire sous forme de désunion cutanée, de difficultés de cicatrisation, d'infection, et ce n'est pas une infection nosocomiale au sens strict du terme, et surtout pour nous, de non-consolidation. Il a été établi également que chez le fumeur, en moyenne, la durée moyenne de séjour hospitalier était rallongée de 48 heures. Or, la spécialité d'orthopédie traumatologie en France, eh bien, nous opérons environ 800 000 patients par an. Si on se rapporte à la proportion de fumeurs dans la population générale en France, qui tend à augmenter d'ailleurs, parce qu'il y a une variation entre 2005 et 2010, on est passé de 27% à 29%, soit pratiquement un tiers de fumeurs réguliers dans la population française. On est bien forcé de convenir qu'on peut extrapoler que nous opérons par an 200 000 fumeurs. Bon, s'il n'y a pas d'action véritablement entreprise, et si on considère, mais c'est un calcul hypothétique, que ces 200 000 fumeurs vont induire 2 jours supplémentaires de séjour hospitalier, ça se chiffre pratiquement en 1 milliard d'euros. Donc là, il y a une niche, je crois, à laquelle on ne peut pas être insensible. Alors c'est pour cela que la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique a décidé de lancer une alerte officielle sur les méfaits du tabagisme périopératoire sous 2 formes. Nous avons déjà eu d'ailleurs l'année dernière un entretien à l'occasion de cette conférence de presse. Il y avait eu une conférence d'enseignement pour sensibiliser les praticiens. Cette fois-ci, il va y avoir plusieurs interventions au cours de ce congrès et une double action. Double action sous la forme de l'information aux patients, qui n'est pas encore tout à fait faite avec beaucoup d'efficacité. Car dans l'information qui est actuellement distribuée, par exemple par l'Office français contre le tabagisme, c'est essentiellement des recommandations visant les complications générales, complications pulmonaires notamment, au décours d'une intervention.
Mais concernant les complications post-opératoires du site opératoire, il y a encore très peu d'informations. Donc, premièrement, une information des patients, et cette information délivrée aux patients, elle est très simple. Si vous continuez à fumer, enfin le fumeur qui continue à fumer après une intervention a un sur-risque de complications multiplié par 3. Et puis, deuxièmement, un certain nombre de recommandations aux praticiens, car on doit avouer à l'heure actuelle que les praticiens, les chirurgiens en particulier, ne sont pas encore tous sensibilisés aux actions de prévention qui sont naturellement nécessaires pour essayer de limiter le tabagisme préopératoire. Et ça, c'est très important de considérer que jusqu'en les années 2000, on était encore sur un principe de précaution vis-à-vis du tabagisme périopératoire. Pourquoi précaution? Parce qu'on n'en avait pas la preuve formelle et qu'il ne s'agissait que d'une plausibilité, donc une probabilité non quantifiée. Actuellement, les études, qui sont des études randomisées, à double aveugle, avec un critère de scientificité suffisant, conduisent à dire qu'il y a un risque qui est quantitativement évalué. Donc nous avons obligation, je pense, nous pensons, à la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, que le devoir est actuellement de prévention, c'est-à-dire d'engager des procédures de prévention du tabagisme périopératoire, donc en amont et en aval de l'intervention chirurgicale. Alain, merci. Alors pour conforter et prolonger notre action, j'ai rendez-vous avec le président de la Société française d'anesthésie et réanimation pour que justement cette lutte contre le tabagisme, au moins périopératoire, engage d'autres sociétés professionnelles et savantes afin de prolonger notre action pour justement faire diminuer, sensibiliser et la population et les praticiens. Si tu me permets une petite intervention, je n'aime pas trop le terme de lutte, c'est plutôt une aide au sevrage, car nous sommes là pour aider les patients, bien entendu. Merci. Madame. Je voulais savoir combien de jours avant l'intervention doit-on arrêter de fumer? Parce que bon, vous avez quand même des gens qui fument. Et est-ce que le patch pose problème? C'est-à-dire que est-ce que les gens qui se patchent auront les mêmes complications Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, il faut cesser de fumer avant l'intervention pour éviter les complications générales de type pulmonaire. Au moins 3 semaines. Au moins 3 semaines. Alors, on recommande en général de doubler ce laps de temps, c'est-à-dire 6 semaines. Alors, ça va bien quand on a affaire à une chirurgie programmée, c'est-à-dire quand le malade est vu en consultation, il doit y avoir une action de prévention dès la consultation. C'est plus difficile à mettre en œuvre, évidemment, en urgence. Mais ce qui est très important en urgence, c'est d'aider au sevrage tabagique pour éviter l'état de manque. Parce que quand quelqu'un est gros fumeur, disons un paquet de cigarettes par jour, eh bien quand le gros fumeur n'a pas fumé depuis 6-8 heures, il est dans un état de manque, et cet état de manque, comme pour une drogue, c'est une drogue d'ailleurs, eh bien, se manifeste par un état de nervosité qui entraîne beaucoup de difficultés relationnelles avec l'entourage soignant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ajoutez à cela que le patient reste à jeun, que souvent il est reporté parce que les urgences sont difficiles à écluser, etc. Et on aboutit rapidement, dans beaucoup de cas, à des situations inextricables. Donc la prévention, ou plutôt de l'état de manque, la prévention de l'état de manque pour un patient qui arrive aux urgences doit commencer pratiquement dès son arrivée aux urgences. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Et qu'est-ce que vous préconisez? Le patch. Le patch. Donc, oui, on peut se patcher pendant 6 semaines avant Ah l'intervention. oui. Parce que ce qui est très important à comprendre, c'est que ce qui crée l'addiction, c'est la nicotine. Mais la nicotine intervient très peu dans les processus de complications post-opératoires. Ce qui intervient dans les processus de complications post-opératoires, c'est le CO, l'oxyde de carbone, qui prend la place de l'oxygène sur l'hémoglobine. Donc ischémie tissulaire distale, donc nécrose, donc infection, enfin, etc. Et la seconde partie de votre question est tout à fait intéressante. Après l'intervention, eh bien, ça dépend un petit peu de l'organe qui a été opéré. Si c'est une simple plaie cutanée, on sait qu'elle sera cicatrisée en 3 semaines, donc arrêter de fumer pendant 3 semaines suffit à assurer la guérison. Car l'action du CO, l'oxyde de carbone, est très facilement réversible. La demi-vie de l'oxyde de carbone, c'est 6 heures. Donc quelqu'un qui n'a pas fumé depuis, disons, 12 heures, 24 heures au maximum, eh bien, a ses capacités de cicatrisation, de consolidation qui sont absolument intactes. D'accord. Alors, quand il s'agit d'une opération portant sur une fracture,
Alors évidemment, il faut s'abstenir de fumer pendant 3-4 mois, le temps de la consolidation. Mais on rencontre très rarement des patients qui refusent un sevrage tabagique. Ça, c'est très important parce que tout gros fumeur a eu au moins une fois dans sa vie la tentation d'arrêter, le désir, plus exactement, d'arrêter, et l'accident, la maladie, l'hospitalisation sont de bonnes occasions pour pouvoir les aider à se passer de fumer. Et en général, on y réussit.